Je m'appelle Hubert Sablonnière, je suis développeur web chez Inead Conseil et aujourd'hui j'ai envie de vous parler du web multi-écran. Alors quand je dis web multi-écran, souvent les gens pensent au responsive web design et aux applications web qui fonctionnent sur plusieurs écrans. C'est un sujet qui est incontournable dans le web actuellement. Moi ce qui m'intéresse vraiment c'est quand les applications web elles fonctionnent sur plusieurs écrans en même temps. Là c'est vraiment là que ça devient cool en fait. Moi, je travaille avec deux écrans depuis à peu près 2008. À l'époque, je faisais un stage à Cambridge et mon bureau il ressemblait à ça. Donc j'avais mis mon IDE d'un côté et mon navigateur de l'autre. C'était trop cool, quoi. Première fois avec deux écrans, j'avais l'impression d'être dans les films américains et tout. D'ailleurs, à l'époque, il y avait, vous vous souvenez sûrement, il y a The Dark Knight qui est sorti. Et dans le film, il y a une scène avec Fox, là, Morgan Freeman, qui utilise plein d'écrans en même temps et tout. Moi, je trouvais ça génial, quoi. Bon, après, en fait, ils utilisent un système de tracking de ma boule pour espionner les gens et trouver le Joker. C'est complètement flippant, mais ça va jamais arriver dans la vraie vie. C'est qu'un film. Et par contre, voir en fait des centaines d'écrans fonctionner ensemble pour aider un utilisateur à réaliser une tâche, ça je trouve ça vraiment intéressant. Et du coup, quand je suis rentré à Lille, en France, j'ai eu quelques soucis à convaincre mon boss qu'il fallait qu'il m'achète un deuxième écran pour être plus productif. Et croyez-moi, j'ai tout essayé, mais quand il s'agit de parler pognon, en fait, bizarrement, faut être un peu sérieux pour convaincre. Du coup, je me suis intéressé à des aspects d'ergonomie. Alors, j'ai cherché des études qui ont été faites ou des papiers de recherche. Je trouvais pas mal de choses intéressantes. Alors après, il y en a certains qui ont été commandités par des fabricants d'écrans. Et puis, les gains de productivité mesurés sont très variables. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ils sont tous d'accord à peu près sur le même point. C'est pas les chiffres qui sont importants, c'est que ils sont tous d'accord pour dire c'est la taille qui compte. Alors c'est pas top, du coup si vous voulez tweeter, je vais reformuler quand même. Moi je préfère dire qu'une grande surface d'affichage c'est vraiment un outil de productivité et je dirais même suivant ce que vous êtes en train de faire, de créativité. Alors faut toujours avoir une petite distraction pendant que vous buvez. D'ailleurs, c'est exactement ce qui inquiétait mon boss, les distractions en fait. Donc il me dit, ouais, mais il y a ce gars du New York Times, il dit, c'est pas forcément mieux d'avoir deux écrans, c'est une distraction, encore une distraction de plus, avec les balles en mousse qu'on se balance dans les bureaux. Bien sûr, moi je suis complètement d'accord, et c'est pour ça que j'ai dit que c'était un outil. Et comme n'importe quel outil il peut être mal utilisé, il ne convient pas à tout le monde, il ne convient pas à tous les usages, et quand c'est mal utilisé, ça fait des dégâts. Alors on est quand même en droit de se demander, une fois que j'ai 2-3 écrans, c'est jamais assez, une fois que j'ai affiché énormément d'informations à mes utilisateurs, comment on va pouvoir faire pour rester concentré? Déjà c'est pas évident, parce qu'il y en a la moitié qui sont déconcentrés par la faute d'orthographe. Du coup, vous dites tous, mais non, c'est pas ER, c'est et accent aigu et tout. Et le truc, c'est que quand vous êtes concentré sur une chose, vous faites plus du tout attention au reste, en fait. Et ça, c'est exactement comme ça que marchent les tours de magie. Et c'est comme ça que vous faites avoir. Donc, si vous souhaitez rester concentré avec vos deux écrans, ou si vous avez en tête de créer une application qui fonctionne avec deux écrans, c'est hyper important d'afficher la bonne information au bon endroit et au bon moment. Donc pour ça, il y a une lecture moi que je trouve assez sympa, qui ne date pas d'hier. C'est The Human Interface de Jeff Raskin, donc c'est le papa du Macintosh. Pour ceux qui voient les différents films qui ont été faits sur Steve Jobs, c'est important de rendre hommage à ce mec-là, qui se fait un peu jeter dehors dans les versions vidéo. Il ne parle pas d'usage multi-écran, mais ce qui est intéressant, c'est que dans le deuxième chapitre, il aborde différents concepts cognitifs de base. Alors, moi, je suis développeur, hein, donc je vois ça avec mes yeux, mais il aborde deux choses intéressantes. Il parle d'abord du locus of attention, le centre d'attention. Donc, c'est ce sur quoi on est concentré à un moment donné. Et on n'en a qu'un seul, quoi. Ça, c'est hyper important. C'est à cause de ça qu'on peut faire une seule chose à la fois.
En tout cas de manière consciente, c'est-à-dire sans automatisme. Il nous parle aussi de la mémoire à court terme, qui a finalement qui a pas mal de limites. On entend qu'elle dure à peu près 10 à 20 secondes et qu'on pourrait y stocker environ 7 éléments. C'est un peu flou comme définition, mais en tout cas, après avoir lu ce livre, moi je reste développeur web. Je ne suis pas du tout expert en ergonomie ou en psychologie cognitive. Il y a sûrement des gens dans la salle qui sont beaucoup plus compétents là-dessus. Par contre, j'ai ma petite idée de ce qui arrive quand j'utilise mes deux écrans de la bonne manière, on va dire. Alors, je vais vous laisser juger avec un exemple très simpliste. Je viens de lire un rapport qu'un collègue a écrit, écran de droite, document Word, blablabla, et puis il me parle de trucs, et puis j'ai envie de lui poser une question, pourquoi le chiffre d'affaires a baissé? Alors du coup, j'ouvre mon client mail préféré, nickel, je commence à créer une nouvelle email, je commence à taper, bonjour John, blablabla, j'ai bien lu ton rapport, blablabla, je comprends pas bien pourquoi le chiffre d'affaires est passé de... Alors là, je me souviens plus du tout, les chiffres, ils sont plus dans ma mémoire à court terme, et je veux vraiment lui poser la question. Donc, c'est exactement dans ce genre de cas que mon écran de droite va pouvoir devenir une sorte d'extension de ma mémoire à court terme, il est juste à côté. Et au final, j'ai juste, pendant que je tape, à dire pourquoi le chiffre d'affaires a baissé de 12 millions d'euros ou je sais pas quoi, jusqu'à machin. Et je reste concentré pendant que je tape sur la rédaction de mon email. Si je mets un peu de temps à chercher l'information, si je dois scroller le document Word ou autre, ou je ne sais plus du tout où c'est, j'arrête de taper instantanément. C'est inconscient, je me reconcentre sur la lecture du document et j'arrête de taper. Et donc là, je vais devoir... mon centre d'attention change vraiment. Et si je me remets, une fois que j'ai trouvé l'information sur mon email, je vais devoir relire la dernière phrase que j'étais en train de taper pour vraiment me remettre dedans. Alors du coup, j'ai utilisé deux écrans pour effectuer deux tâches, rédiger un email et lire un rapport. Par contre, j'ai fait ces deux tâches dans un seul but. À la base, je veux juste poser une question à mon collègue. Et c'est ça qui m'a permis de rester concentré, c'est que mes deux écrans m'ont affiché uniquement des informations qui étaient nécessaires pour atteindre mon but de poser une question. Et au passage, vous ne pouvez pas complètement contrôler votre centre d'attention. Si je vous dis ne pensez pas à des éléphants roses, surtout pas, vous ne pouvez pas vous en empêcher. Et encore, là je suis sympa, j'aurais pu vous dire de penser à autre chose. C'est exactement comme ça que fonctionnent les notifications. Que ce soit un client mail ou n'importe quelle application, une fois que vous les activez, c'est la porte ouverte, vous leur donnez carte blanche pour vous distraire, ou si vous en implémentez dans vos applications, vous allez distraire énormément vos utilisateurs. Donc ce qui est hyper important, c'est surtout de garder en tête il ne faut pas prendre le centre d'attention de vos utilisateurs. Jamais. Si vous voulez les notifier de quelque chose, soyez subtil. En mode tour de magie, vous pouvez mettre à jour une partie de ce que vous affichez en restant subtil, et puis il regardera quand il sera dispo et qu'il aura fini ce qu'il est en train de faire. Et à l'inverse, en fait, si vous avez vraiment une bonne raison, il y a toujours des petites exceptions, ne soyez pas subtil du tout. Soit il a un très gros écran, soit il en a deux, il ne regarde sûrement pas là où vous pensez, donc ne partez pas du principe que parce que vous avez affiché quelque chose, la personne l'a vu passer. Alors il y a pas mal d'usages intéressants qui ont été faits avec deux écrans. On note par exemple tout ce qui est application dite de second screen, où en fait la télé est le premier écran, et via une tablette ou un téléphone, je viens améliorer l'expérience que j'ai avec ma télé. Donc là c'est un exemple où dans Breaking Bad, ils avaient fait des applications, est-ce que le gars qui est mort à l'épisode d'avant, c'était abusé ou pas, un petit sondage, pourquoi pas. Après, on a aussi des cas où la télévision devient le deuxième écran. L'écran principal, ça va être le smartphone ou l'ordinateur, et via des appareils comme l'Apple TV ou le Chromecast, on vient changer ce rapport. C'est vachement intéressant d'ailleurs le Chromecast. Il y en a qui ont un Chromecast ici? Ouais. Au départ, je me suis dit, c'est juste une Apple TV en moins cher et en plus petit, quoi. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, c'est génial. Quand je branche ce truc-là en HDMI sur ma télé, j'ai un navigateur web en plein écran sur ma télé.
j'ai le web dans ma télé, quoi. Ça, moi, je trouve ça juste trop cool. Bon, après, en fait, j'ai le web dans ma télé avec quelques API spécifiques à Google pour l'instant. Donc là, ça me plaît un peu moins, mais imaginez tout ce que vous allez pouvoir faire pour vos utilisateurs avec tous ces devices et juste des techno-web. Il y a vraiment énormément de possibilités à imaginer. Et en plus, bah, vous n'avez pas forcément besoin d'un Chromecast. En fait, depuis à peu près la sortie de The Dark Knight en 2008, vous pouvez faire dialoguer deux fenêtres de navigateur, qui sont le même navigateur, et vous pouvez envoyer des messages de l'un à l'autre pour que quand vous cliquez d'un côté, ça fait quelque chose de l'autre. Du coup, si vous pouvez le faire sur un écran, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas placer les fenêtres sur deux écrans différents et faire interagir les deux ensemble. Alors moi, j'appelle ça le web multi-écran. Avec toute mon expérience de marketing, j'ai trouvé que ça. J'ai identifié trois cas, trois types d'usages. Alors le premier, c'est il y a une personne avec deux écrans. Ça convient très bien au jeu, aux applications de bureau où vous allez créer quelque chose, un CMS, un éditeur de code, etc. Et c'est aussi très indiqué quand vous faites de l'apprentissage. Moi, quand je regarde une conférence sur InfoQ ou Parlaise, je trouve ça vachement sympa. Il y a la vidéo d'un côté, il y a les slides de l'autre, les deux sont synchronisés. Par contre, j'ai deux écrans, du coup, j'aimerais bien en profiter. Donc pour ça, j'ai créé une petite démo avec une de mes vieilles présentations. Et du coup, j'avais fait une page web avec la vidéo d'un côté et les slides de l'autre. Tout est synchronisé, donc là, vous pouvez le voir. Et si j'ouvre une deuxième fois la même page web, les pages discutent entre elles et il y en a une qui dit « Attends, moi j'affiche les slides, toi t'affiches que la vidéo. » Et on reste synchronisés ensemble. Et du coup, je vais pouvoir aller placer ces deux fenêtres sur mes deux écrans et voir peut-être les slides en plein écran pour voir le contenu et voir un peu la tête de la personne qui est en train de me parler sur mon plus petit écran. Alors le deuxième type d'usage, c'est quand on a deux personnes, chacun son écran. Donc là, c'est hyper indiqué pour les situations client-vendeur. On commence à voir ça, j'ai vu ça dans une boulangerie l'autre jour où je voyais un croissant, un petit pain face à moi, alors qu'elle, elle a tout le truc compliqué, elle ou lui d'ailleurs, en face. Et on commence à voir ça avec des technos très diverses et spécifiques, mais on peut faire ça avec du web. L'autre jour, il y a 3-4 mois, je cherchais un nouvel appart. J'arrive et tout, le gars me fait « Monsieur Sablonnière, j'ai exactement ce qu'il vous faut, tenez, regardez. » Et là, c'est le drame. Le mec tourne son écran et il me montre l'interface la plus complexe que j'ai jamais vue de ma vie, avec 17 formulaires imbriqués, en veux-tu, en voilà. Et au milieu, en tout petit, je vois une photo. Je suis trop content. Merci monsieur. Mais moi, en fait, je veux un truc beaucoup plus simple. Un deuxième écran, ça coûte pas grand-chose. On le branche en VGA ou ce qu'on veut. Et au final, bah, moi, je veux qu'il garde son truc de ma boule que seul lui comprend et qui lui convient bien ou pas sur son écran. Et face à moi, je veux des photos, genre truc nickel en plein écran, pendant que lui, il clique de son côté, quoi. Le troisième type d'usage, c'est un gros écran pour tout le monde et un écran un peu plus détaillé pour une personne. Et ça convient très bien en conférences comme Blend, aux réunions, aux stages de formation ou aux cours à la fac. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que j'utilise, ce que je suis en train de faire. J'utilise là actuellement pour ces slides une version modifiée de DiziSlide. Donc c'est un template HTML5 qui a été développé par Paul Rouget de Mozilla. Et un peu comme PowerPoint ou Keynote, il y a un mode présentateur qui me permet, moi, de voir ici le slide courant, le slide suivant. Donc si je dis pas de bêtises, on va tricher comme ça, voilà. Donc j'ai l'heure, le chrono, tout ce qu'il faut, j'ai même les anti-sèches. Et moi, en fait, quand j'ai contribué à ce projet il y a 4 ans pour essayer d'améliorer ce mode présentateur, c'est la première fois que j'ai vu qu'on pouvait faire dialoguer deux fenêtres de navigateur. En fait, cette fenêtre qui est là et celle que j'ai ici. Et quand je fais slide suivant, tout est synchronisé. Alors depuis, j'ai essayé pas mal d'idées. Quand j'ai donné des cours, j'ai même synchronisé tout ça avec les écrans des étudiants. Du coup, quand il y avait des slides un peu interactifs qui leur permettaient de changer un truc dans le code, de commenter du JavaScript pour voir ce que ça faisait, de bouger des petits curseurs pour voir l'impact d'une propriété CSS, ça avait un intérêt qu'en faisant slide suivant, tout le monde changeait en même temps. Puis quand vous êtes au fond de la salle, c'est assez classe. Ça permet aussi de déclencher des petits quiz surprises en plein milieu d'un slide en tapant sur un petit bouton.
et d'avoir la question ici, les réponses possibles sur leurs écrans, et moi les résultats en direct, et pouvoir faire et Roger, c'est pas du tout ça la bonne réponse. Ça met un peu plus de fun dans les cours. Alors il y a pas mal de techniques pour arriver à ça. Aujourd'hui, la première question à se poser, c'est est-ce que j'ai un seul appareil ou est-ce que j'ai plusieurs appareils? Et après, on va se demander, est-ce que j'ai un serveur, est-ce que j'ai besoin ou est-ce que je vais vouloir en utiliser un ou pas? Et en fait, par exemple pour le cas avec un serveur, entre les deux fenêtres de navigateur, vous allez faire un relais, j'envoie le message au serveur, il revient là. Il faut pouvoir faire du push, du coup. Une des technos les plus pratiques pour ça, ça va être tout ce qui est WebSocket. Moi, c'est ce que j'avais utilisé pendant mes cours. Par contre, faut s'y mettre. Et puis, ça fait un peu bulldozer si vous avez un seul utilisateur et un seul ordinateur de quitter au niveau HTTP, l'information quitte la machine pour revenir. Puis, si vous avez des milliers d'utilisateurs, ça se calme plus difficilement, quoi. Il y a pas mal de presse, d'articles sur les WebSockets, donc c'est pas forcément ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Si vous avez plusieurs appareils et pas de serveur, là on va s'orienter plutôt vers des technos comme le Chromecast ou ses concurrents, ou même WebRTC. On peut commencer à discuter en peer-to-peer entre des pages web. Il vous faudra un serveur pour créer la relation entre deux pairs. Par contre, si vous aimez les QR codes, moi j'aime pas ça, en tout cas vous avez d'autres manières de transférer l'information que d'avoir un serveur pour relier deux personnes. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est les cas où on a un seul appareil, la plupart du temps un laptop ou un desktop, et qu'on y a branché un deuxième écran. Je pense que c'est au final ce qu'on voit de plus en plus sur les stations de travail, et pas forcément que sur des développeurs. C'est très adapté pour des designers, et de plus en plus pour des gens qui font du Excel, du Word, de la recherche sur un navigateur. Alors la première technique, ceux qui aiment l'époque des pop-up, c'est le window.pub. Et on va commencer à pouvoir poster des messages. En fait, vous prenez votre première page, faites window.pub, votre pop-up se charge, et une fois qu'elle est chargée, vous allez pouvoir, dans les deux sens, envoyer des messages et commencer à envoyer des interactions dans un sens ou dans l'autre. Au niveau du code, si vous prenez la page qui est affichée sur mon écran, il me faut une URL pour pouvoir ouvrir cette page-là. Je peux avoir un petit nom, ça c'est assez pratique si vous voulez réutiliser la même pop-up. Après, il y a plein d'options en chaîne de caractères, parce que sinon ce serait trop facile. Et puis vous faites window.pub. Donc une fois que vous faites ça, vous avez une référence vers la fenêtre. Et ce qui est aussi hyper important de réfléchir, c'est que ça c'est une page web. Donc ça peut très bien naviguer vers un mec que j'aime pas.com. Et donc, si je commence depuis cette fenêtre à envoyer des messages, il faudrait quand même que je m'assure que je discute avec une origine à laquelle je fais confiance. Du coup, ce qui est pas mal, c'est de dire je ne veux envoyer des messages qu'au domaine qui est le même que moi. Et en fait, avec PostMessage, on peut préciser ça et on peut envoyer tout ce qu'on veut. Un objet JavaScript, il va être sérialisé et transporté de l'autre côté. Donc là, c'est à vous de créer votre nomenclature de messages. Là, en l'occurrence, j'envoie des actions, pourquoi pas, et je dis, envoie le slide suivant de ce côté-là. Ce qui est hyper intéressant, pardon, c'est que ça marche avec des pages web qui ne sont pas sur les mêmes origines. Je peux très bien ici être sur localhost.com et contrôler une page qui est hébergée sur un autre site. Du coup, sur la page qui est juste ici, il suffit d'écouter des messages avec un event listener. Et sur event.data, on a le fameux objet qui a été transporté. Donc là, moi je vais vérifier que l'action c'est next. Si c'est next, j'appelle ma méthode qui va bien. Et puis avec event.source, je peux répondre. Je peux dire, au fait, tu m'as dit slide next, on en est au slide 42 pour info. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. La deuxième technique, ça c'est la technique la plus bidouille. Il y a des bidouilleurs dans la salle, bidouilleuses. Ça n'a pas du tout été inventé pour le multi-écran. En fait, si vous avez deux pages web qui sont sur le même domaine, la même origine, quand vous ajoutez quelque chose dans local storage, l'aspect dit on émet un événement storage event à toutes les pages qui sont ouvertes. Et du coup, ma deuxième page, elle reçoit un événement alors que c'est ma première page qui a fait une action.
Donc, clairement, c'est pas du tout fait pour faire du multi-écran, mais c'est hyper adapté. Et vous n'avez pas d'excuse, le local storage, ça marche sur IO8. Du coup, d'un côté, vous faites 7 items current slide 42, par exemple. De l'autre côté, vous écoutez le storage event. Et puis, en plus, vous avez même accès à vous voyez juste ici, à l'ancienne valeur, en fait. Donc ça, c'est vraiment pas mal aussi. Par contre, ça marche qu'avec des pages qui sont sur la même origine. Du coup, ça veut dire que quand l'utilisateur il clique sur « Je veux me déconnecter », bah, c'est hyper adapté aux gens qui ont un seul écran. Vous avez sûrement pas mal d'utilisateurs qui ouvrent plusieurs onglets sur votre site. Quand ils se déconnectent, ça peut être cool de dire « Set item connected user false » et sur tous les autres onglets de faire « Oulala, le mec s'est déconnecté, bah, je vais rediriger sur la page de login ». Ça, c'est un pattern qu'on ne voit pas encore assez et qui est très facile à implémenter rapidement. Et qui n'a rien à voir avec le multi-écran. La dernière technique que je vais vous présenter, c'est les shared workers. Alors, c'est un peu plus complexe à mettre en place, mais ça marche très bien. Vous prenez 2 pages web qui sont aussi sur la même origine, et en fait, quand vous instanciez un shared worker, vous faites New Shared Worker, vous allez avoir un port de chaque côté. Donc, pensez le mode téléphone yaourt, là, vous vous souvenez, où chacun a un yaourt, puis on parle dedans. Là, quand vous parlez dans un port dans la page, ça atterrit sur le port côté worker. Donc en fait, vous avez créé un pont entre un thread qui est indépendant de votre page et votre page. Vous faites pareil sur la deuxième page. Vous avez créé en fait un pont, et le relais, il est sur votre machine, c'est un thread indépendant. Et du coup, une fois que vous avez construit ça, vous avez juste à faire des post-messages vers votre worker. Et votre worker, il faut qu'il itère sur toutes les pages ouvertes pour aller relier votre message. Alors au niveau du code, vous instanciez un worker New Shared Worker, vous le démarrez et vous postez des messages sur le corps. Encore une fois, vous postez les objets que vous voulez. Et sur la page qu'il y a ici, par exemple, vous instanciez un worker, vous n'oubliez pas de le démarrer en bas, et vous écoutez les messages. Et du coup, bah, si c'est next, un peu comme tout à l'heure. Alors le seul problème, c'est que si vous faites juste ça, ça ne marche pas. Vous êtes en train d'envoyer des messages à un worker qui est instancié avec un script JavaScript. Donc il faut mettre des trucs dedans. Donc dans ce worker.js, on vient écouter les connexions. Donc ça, c'est dès que quelqu'un fait New Shared Worker, vous avez cet événement-là. Donc c'est un peu galère parce qu'il faut maintenir tous les gens qui sont connectés dans un tableau ou autre. Et en fait, on garde le port de communication. Et enfin, on peut écouter les messages. Et donc quand on reçoit un message, on va itérer sur tous les ports de communication, donc tous les onglets qui sont connectés. Alors on prend bien soin, il est juste ici, de ne pas se renvoyer le message à soi-même, mais on itère sur tous les onglets connectés et on leur relaie le fameux message. Alors, toutes ces techniques, elles paraissent un peu bizarres, vous dites waouh, c'est un peu de la grosse bidouille. Clairement oui, par contre ça marche sur pas mal de navigateurs, c'est ça qui est vraiment intéressant. Et puis on a d'autres technologies qui arrivent. On a une technologie qui arrive et qui va faire tout et rien, qui est vraiment géniale, c'est les service workers, et qui permet notamment de faire à peu près ce que je vous ai montré avec les shared workers, sauf que déjà il n'y a pas besoin de maintenir quels onglets sont ouverts sur mon site, vous pouvez les lister sans problème. Et en plus, vous pouvez dire, depuis votre service worker, tiens, cet onglet-là, je veux qu'il aille sur telle URL, sans que sur la page, il y ait quelque chose de spécifique. Ça, c'est vraiment pas mal. Il y a un autre truc qui est encore une spec W3C, mais qui est implémenté que par Firefox pour l'instant. Là, c'est vraiment le mode yaourt. Vous faites New Broadcast Channel foobar d'un côté, New Broadcast Channel foobar de l'autre, et vous pouvez discuter entre deux pages. Pas besoin de mettre de boilerplate au milieu. Et puis en plus, vous pouvez commencer à faire un peu des trucs un peu plus propres pour répartir. Typiquement, moi, quand je voulais déclencher un quiz avec mes étudiants, je voulais être bien sûr de ne pas leur envoyer la question qu'il y a sur l'écran, parce que sinon ils la copient-collent et puis ils peuvent trouver facilement la réponse si c'est du code, etc. Et puis surtout, on a une super API qui arrive, qui est la Presentation API. Il n'y a pas quasiment zéro présentation dessus pour l'instant, parce que c'est les tout débuts. Elle est en implémentation chez Chrome et Firefox au moment où je vous parle. Il faut voir ça comme une API standard pour
contrôler pour ouvrir des pages web sur un autre device, un autre écran ou votre propre appareil, et de discuter avec. Donc un peu comme le protocole du Chromecast, mais de manière standard, qui va fonctionner avec du wireless display, avec un truc branché en VGA, avec un Chromecast, avec tous ses concurrents, etc. Et donc ça, c'est vraiment très prometteur. Et d'ici, donc prochaine version de Chrome, on va commencer à avoir les premières versions. Et d'ici 6 mois, on pourra jouer avec dans Firefox et Chrome. Alors, quand je repense à 7 ans auparavant, à The Dark Knight, au final, la scène, moi, qui me faisait hyper flipper, elle devient de plus en plus vraie, en fait. Donc ça m'embête un peu. Et ce qui était vraiment cool dans cette scène, mon opinion, c'est pas encore assez répandu, expérimenté et développé. Donc aujourd'hui, je vais vous laisser avec un petit récap. C'est que une grande surface d'affichage, c'est vraiment un outil de productivité. Éviter les distractions, afficher que les informations qui sont nécessaires à vos utilisateurs. Et souvenez-vous qu'il y a énormément d'usages existants, il y en a d'autres à expérimenter, à trouver. Il y a énormément de techniques à utiliser. Et ça peut vous permettre vraiment de changer la vie, ou en tout cas de trouver des nouvelles manières de travailler pour vos utilisateurs. Alors, je vais vous laisser avec une citation de quelqu'un à qui on doit tous beaucoup ici, et dont on n'entend pas beaucoup le nom, le créateur du World Wide Web. Le web, comme je l'ai envisagé, nous ne l'avons pas encore vu. L'avenir est toujours beaucoup plus grand que le passé. Je vous remercie beaucoup. On a le temps pour des questions? Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, quel est l'intérêt d'utiliser les web workers par rapport à des messages entre les fenêtres, comme il a présenté précédemment? Les share workers par rapport à... Oui, les workers, le fait de passer par un worker intermédiaire sur WordPress plutôt que d'utiliser des fenêtres. Alors, en fait, par l'équivalent, en fait, il y a des inconvénients à utiliser le window.open. Le problème, c'est que s'il y en a qui utilisent l'outil de slide reveal.js, il y a un mode présentateur qui se déclenche avec une pop-up. Et parfois, quand on recharge la pop-up ou quand on recharge la page, on perd la communication entre les deux. C'est assez compliqué à bien faire de cette manière-là. Donc là, je vous conseillerais plutôt d'utiliser le local storage, qui est un très bon support, ou des workers. Moi, ce qui m'embête, c'est que le local storage n'est pas du tout fait pour ça à la base. Donc quand je peux, là, j'utilise Chrome, parfois j'utilise Firefox. Dans les deux, je peux utiliser des share workers. Mais sinon, pour un très bon support, si vous êtes sur la même origine local storage, origine différente, à la rigueur window.open. Alors c'est un truc que je n'ai pas précisé, j'en profite. Le window.open, vous pouvez placer la fenêtre où vous voulez. Vous pouvez la dimensionner comme vous voulez. Par contre, vous ne pouvez pas la positionner sur le deuxième écran sur tous les navigateurs. Il y a un ticket ouvert depuis 6 ans chez Chrome pour dire je veux faire window.open sur l'autre écran. Vous ne pouvez pas. Et en plus, vous ne pouvez pas, via quelconque API, savoir si la personne a 2 écrans et faire « Hey mec, tu as 2 écrans, peut-être que tu veux cliquer là pour avoir une expérience un peu plus sympa ». Il va falloir trouver d'autres manières au niveau de l'ergonomie et du wording pour aider vos utilisateurs à ouvrir 2 fenêtres, à la déplacer. C'est pour moi clairement le plus gros frein et qui devrait être réparé avec la Presentation API où on fera juste je veux diffuser ce truc-là sur un autre écran. Chrome, Firefox vont vous donner une petite UI native avec une liste de devices qui supportent ce protocole et l'utilisateur va cliquer dessus. Moi, ce que je veux, c'est que dans 5 années, en salle de réunion, on arrête de s'embêter avec ça, avec ah mince, ça ne marche pas et tout. On fait juste OK, je clique là, limite, je ne sais même pas où il est l'écran. Ouais, alors ça, j'y ai déjà réfléchi. J'ai jamais eu le temps de le faire, mais je me demande si c'est une bonne idée. Surtout quand ils sont écartés comme ça. J'avais une autre question. Tout à l'heure, tu avais parlé de WebRTC pour en diffuser du contenu entre différents navigateurs. Comment on fait Alors, ça vaut au moins un talk de 50 minutes. Il y en a des très intéressants. Il faudrait que tu regardes. Il y a eu un WebRTC Summit il n'y a pas longtemps. Donc, pour ceux il y en a qui ne connaissent pas WebRTC, c'est pas grave, okay. L'idée, c'est bien de faire du peer-to-peer entre 2 navigateurs.
Alors, la motivation principale, c'est en gros de faire Skype sans appli native et sans plugin, et de dire je vais streamer la vidéo d'une page web à une autre. D'ailleurs, Skype a une implémentation bêta qui marche avec ça. Et au-delà de transférer de la vidéo ou du son, vous pouvez transférer de la donnée. Donc il y a un mec qui a créé un truc qui s'appelle WebTorrent, et clairement il fait du partage de fichiers bien légal, n'est-ce pas, entre deux fenêtres de navigateur sans plugin. Et au final, il y a énormément de choses techniques pour pouvoir passer les différents proxys, les NAT, etc., pour faire discuter deux personnes qui ne sont pas du tout sur le même réseau en peer-to-peer. Mais la techno avance plutôt bien. Elle est supportée par Firefox, Chrome et Edge, pardon, Microsoft a dit alors c'est pas mal, mais nous on voudrait ça en plus. Et du coup, là, ils sont tous en train de réfléchir à une version 1.1, un truc comme ça, amélioré. Donc il y a un moment, si le 3 ils le font, vous savez qui finira, j'espère, par s'y mettre. Donc c'est complexe à utiliser, mais il y a énormément de tutos intéressants et il faut chercher le WebRTC Summit. Il y a des talks super sympas. Oui. Merci pour la réponse, j'ai trouvé ça super intéressant. Simplement, est-ce qu'il y a d'autres usages en fait que le mode conférence? Est-ce que tu as déjà vu d'autres usages du multi-écran ou est-ce que tu en imagines d'autres? Moi, c'est vrai que j'ai énormément joué avec ce côté réunion, conférence, cours, donc le troisième type que je présente. Chez un client où on travaille sur une application de gestion produit contenu, on va dire, entre un CMS et pour un site e-commerce. On avait un truc du genre, tiens, je veux créer la catégorie des salles de bain et puis je veux tout de suite attacher différents produits qui correspondent à différents critères. Et donc on avait une interface graphique pour venir construire une espèce de requête SQL mais avec du drag and drop, etc. Clairement, sur un laptop de cette taille-là, une fois que tu as mis 3 contraintes, je veux que la marque ce soit super perceuse ou super truc de salle de bain, les résultats en direct, il n'y a plus de place, quoi. Donc c'est là que je me suis dit, bah tiens, les utilisateurs pour la plupart ont un deuxième écran de branché, est-ce qu'on n'irait pas mettre les résultats de produits qui matchent en direct pendant qu'ils travaillent la requête sur 2 écrans différents? Ça c'est une expérimentation qu'on a faite avant que je parte du projet, qui n'est pas allée plus loin pour l'instant, mais qui était assez prometteuse. Et sinon, l'exemple que je vous ai montré sur les présentations, donc j'en ai pas mal discuté avec des gens de Parlays, donc le site de partage de conférences. Ça les intéresse, mais c'est pas ce qui rapporte du business, donc forcément c'est pas la priorité. Mais voilà, c'est les différentes expérimentations que j'ai faites. J'aimerais bien voir beaucoup plus de cas clients-vendeurs aussi. Ça coûte vraiment rien aux gars dans une agence de voyage, dans une agence IMO, dans tout et rien, de 80 balles sur Amazon, deuxième écran, VGA, et à prototyper, c'est très rapide, vous pouvez faire ça sur l'heure du midi, à trouver vraiment comment vous allez trouver les bons usages, c'est beaucoup plus long, c'est vrai, mais c'est intéressant. Merci. Juste pour répondre à cette question, moi je travaille avec un produit qui s'appelle Object, qui font des supports en ligne, comme ça, du partage d'écran en temps réel. Oui, pour faire du support. Oui, au fond. Dans les applications, est-ce que, là moi je bosse avec une start-up qui a trouvé un moyen de remonter du contenu de plusieurs téléphones, plusieurs écrans, tout support, quoi. Ce qu'on ne sait pas faire, ou en tout cas je ne suis pas développeur du tout, hein, donc dans ce que je comprends de ce que tu as expliqué, ce qu'on ne sait pas faire ou ce que je n'avais pas imaginé jusqu'à maintenant, c'était un moyen de redonner à l'utilisateur du feedback par rapport à, par exemple, si tu partages une playlist de multi-support via 150 utilisateurs, de pouvoir rebalancer la playlist partagée aux 150 utilisateurs. Ce que tu es en train de dire, c'est que c'est possible. Donc là, tu veux partager une playlist. On co-construit notre playlist. Aujourd'hui, donc nous, on sait gérer tous les devices et le centraliser à un endroit. Oui. On avait beaucoup de difficultés, ou en tout cas dans ce que je vois de ce qu'ils ont comme difficulté, à rebalancer le résultat sur tout le monde. Alors là, pour moi, tu es dans un cas où clairement le plus simple sera d'utiliser un serveur et de faire envoyer une info et la repousser vers tout le monde. Et ouais, c'est facile de prototyper, c'est un peu plus compliqué
quand on a 10, 20, 30 000 utilisateurs ou plus, quoi. Un très bon exemple alors je vais vous raconter ma vie, c'est passionnant, mais en janvier, je suis allé au ski avec une quinzaine de potes. J'avais ramené mon Chromecast, on l'a mis sur la télé, et puis on mettait chacun des clips ou des concerts via l'application de YouTube. Et une fois que tout le monde se connecte, en fait, au fur et à mesure que les gens se connectent, ils peuvent rajouter des choses dans la playlist. Après, c'est démocratique, ils peuvent enlever Alizé et compagnie. Et dans ce que j'entends, ça ressemble un peu à... De le faire c'est-à-dire que tu puisses le visualiser sur ton écran et pas sur l'écran partagé. D'accord. Donc là, tu es juste entre des utilisateurs et d'échanger de la donnée entre 2 ou N utilisateurs, c'est ça. Pour moi, là, on sort un peu du multi-écran, on est plus dans le multi-user, et il y a des solutions, mais c'est pas forcément simple à implémenter de la bonne manière. Je sais pas si ça... Ouais, désolé. Plus de questions? Je vous remercie beaucoup.